Ce que j'adore quand je démarre un truc, c'est que quand quelqu'un me dit: «Mais quel va être l'objet de notre discussion? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va se dire?» Bonjour à tous, directement de la radio insolite, toujours encore. Alors vous voyez qu'on est toujours à Régus, toujours le nouveau Régus rue Bossuet, au 152, hein, pas au 52 comme j'ai fait la semaine dernière. Et évidemment, on est dans un cadre un peu différent. Et là, nous sommes devant une grande roue. Enfin, nous sommes devant une grande roue. Et puis, il y a... Bonjour Cathy. Bonjour, Alain. Elle est un peu inquiète, elle se dit: Oui, «Qu'est-ce qui va m'arriver? Au secours», et cetera, et cetera. Bon, vous avez vu quand même qu'il y a du progrès. Autant la semaine dernière, il y avait des bugs, hein, j'ai eu information officielle, il y avait des bugs qui a fait qu'on a dû se débrouiller avec Nicolas, mais là, il y a pas de problème, ça marche. Bien. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Il paraît qu'on doit parler de plein de choses. je te laisse démarrer, Donc, bah, déjà bonjour, moi je m'appelle Alain, tu t'appelles Cathy. c'est ça. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors moi, je m'appelle Katia Aliaga, je suis d'origine camarguaise parce que j'ai mon petit accent du sud qui est toujours aussi présent, même si j'habite depuis maintenant une trentaine d'années dans la région lyonnaise et maintenant dans la Loire. Euh, je dirais que pour le métier sur lequel effectivement j'ai travaillé et je continue à travailler depuis une trentaine d'années, c'est un métier assez extraordinaire puisque l'humain est vraiment au cœur de toute action et de toute réflexion. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années sur la formation professionnelle et en particulier l'insertion professionnelle des jeunes, des moins jeunes. L'enjeu, c'est de ce travail, c'est de trouver effectivement, enfin, de permettre à chacun de trouver sa juste place dans cette société. Donc voilà, ça a été le cœur de ma carrière professionnelle. Et parallèlement à ça, j'ai fait quand même l'école des beaux-arts. Donc je suis aussi artiste collagiste et donc je crée des foulards, je crée des tableaux dans un contexte particulier puisque je crée essentiellement quand je marche et en particulier quand je traverse des pays à pied, qui est vraiment ma deuxième grande passion. Donc voilà, dire que je suis une vraie Croix-Roussienne, parce que même si j'ai grandi en Camargue, je suis née sur la Croix-Rousse. Et donc c'est une ville, Lyon, que j'adore infiniment. J'y ai ma place. Et j'habite dans un petit village depuis le mois de mars qui s'appelle Bussière, petit village rural dans les montagnes du Matin. Un petit village que j'adore, avec des gens extraordinaires et une terre qui me parle beaucoup. Voilà qui je suis. Née à la Croix-Rousse, donc une vraie gonette. Absolument. Qu'est-ce qu'on... Si la question est indiscrète, tu réponds pas. Comment ça se fait que tu te retrouves en Camargue? Alors, mon père était originaire du Sud. D'accord. Il avait son entreprise à Crépy-la-Cape. Oui. Bon, il avait fait le contraire. En fait, il était parti du Sud dans le Nord, puisque pour nous, dans Lyon, c'est le Nord. Bah oui. Et là, il a rencontré ma mère. Donc, ils se sont mariés et ma maman souhaitait plus de soleil. Et donc, c'est avec joie qu'il est redescendu dans le sud. Et nous nous sommes installés, donc, moi j'étais toute petite, hein, on se sommes installés à Aigues-Mortes. Oh, mon Dieu. Voilà. Mais quand on est avec Morte, mais qu'est-ce qu'on vient faire à Lyon? Alors, je suis Oh mon revenue. Dieu. Oui. Alors, je suis Oh, revenue. excusez-moi. Je vous rappelle qu'on va dire que rappelez-vous, alors c'était pas cet été, puisque cet été c'était quartier d'été comme à Aix-les-Bains, mais l'an dernier, je me rappelle que j'étais avec Morte, et c'est là où vous pourrez retrouver l'interview. J'ai fait Tito en Lamazou, qui m'a fait, ça tu vas adorer, qui m'a fait la théorie, comment dire, de l'éloge de la lenteur. Ok, parce qu'on va tellement vite aujourd'hui, mais quand on est avec Morte dans un coin aussi, Ouais. comment on fait pour en repartir? Alors, on part par obligation. Dans les années 90, il y a eu une grosse crise dans le Languedoc-Roussillon, crise du bâtiment. Et le papa de mes enfants travaillait dans le bâtiment et on a vite compris qu'il fallait malheureusement quitter notre famille et cette région pour venir sur Lyon. Et nous avons bien fait. Lyon nous a très bien accueillis.
Nous avons tous les deux trouvé du travail tout de suite. Nos enfants sont heureux puisqu'ils sont restés. Et j'ai redécouvert en fait cette ville, puisqu'on a habité pendant une quinzaine d'années sur la Croix-Rousse. Donc, c'est quand même une ville qu'on connaît bien. Et en fait, je dirais que la transition, elle s'est relativement bien faite, puisqu'on est quand même qu'à 2h30 d'Aigues-Mortes. Tout à fait. Donc, nous descendions assez souvent voir nos familles. Et donc, nous pouvions profiter à la fois de la famille du soleil, tout en faisant notre petit nid sur Lyon. Voilà. Je rigolais ce matin parce que, est-ce qu'on peut dire que la Croix-Rousse, c'est Lyon? J'étais en rendez-vous ce matin, je disais que j'ai toujours envie de faire ce petit humour et de créer la République de Charpennes, Villeurbanne, des quartiers de Villeurbanne, et qu'on voulait, si on faisait acte d'allégeance à la République de Montmartre et surtout la République des Canuts. Enfin, moi qui ne suis pas lyonnais d'origine, moi on m'a toujours dit que la Croix-Rousse c'était autre chose, un autre univers. Dans cette démarche, qui est intéressante parce qu'on découvre, il y a d'abord la Croix-Rousse, il y a ensuite la Camargue. Est-ce que c'est comme ça qu'on va comprendre ton parcours? Alors, je pense Parce oui. que le déclic. Un jour, tu te réveilles un matin, tu te dis, tiens, ça y est, j'ai envie de faire la formation. Oui, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais si. Vous répétez pas ce que je dis. Vous écoutez pas. Tu m'as bien dit combien que quelque part, il fallait vivre de ses rêves. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'en effet, tu as fait un rêve et un matin, tu t'es réveillé. Oh, je vais faire de la formation. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je laisse tomber. Vas-y. Mon rêve, celui qui a guidé mes choix, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est mon rêve. La liberté avec un grand L ou un petit L? C'est d'être libre de mes choix. C'est le premier mot des trois, du slogan des trois. Mais tu vois, là, ma liberté à moi, c'est d'être libre de mes choix. Bah alors là, il y a du boulot en ce moment. Et j'assume les choix, même si je me suis plantée parfois, j'assume mes choix. Mais je suis libre de choisir ce que je veux, au moment où je veux et quand je veux. Ça, c'est mon rêve. C'est quoi? C'est la Croix-Rousse? C'est la Camargue? C'est l'éducation? C'est une mauvaise rencontre? Non, je pense que c'est des origines aussi, parce que je suis un produit d'immigration. Sur mes 4 grands-parents, j'en ai 3 qui ont fui les régimes totalitaires. Donc, je pense que ça forge aussi le caractère. Et ce qui doit forger le caractère aussi en Camargue, c'est qu'on grandit au milieu des moustiques et de la tramontagne. Et donc, il y a aussi les chevaux, si je peux me permettre. Il y a aussi les grandes oui, mais les steppes. moustiques, il faut quand même les apprivoiser. Donc, on est quand même habitué aux piqûres et à des changements parfois violents je dirais, du climat, qui fait que entre effectivement d'où je viens, de mes origines, le lieu où j'ai grandi, qui est quand même un lieu, puisque tu l'as vu, c'est un lieu sauvage. C'est un lieu pour le maîtriser, le contrôler, c'est quand même compliqué. Donc, je pense que je suis pétrie de ça. Page de pub. Ah, tchoup, tchoup, tchoup. Maintenant, nous allons vous expliquer comment apprivoiser les moustiques. Direct en jeu, la radio insolite. On va apprendre à apprivoiser les moustiques. C'est du café que je t'ai amené, c'est quoi? Ok. Donc concrètement, comment dire, d'où vient? Tu es tombé sur un livre, tu as rencontré le monsieur qui t'a dit je veux faire que ça, de la formation. Comment est-ce qu'on peut expliquer le départ? Alors en fait, quand je suis arrivée sur Lyon, le travail qu'on m'a proposé tout de suite, mais j'ai aussi postulé, c'était une première mission dans un quartier très sensible d'une banlieue lyonnaise. Tiens, vas-y. Et pourquoi on me propose ça? C'est parce que j'avais absolument aucun a priori par rapport aux caractéristiques de la banlieue, puisque chez nous en Camargue, ces caractéristiques n'existaient pas. Donc un œil très neuf, assez naïf aussi, de ce qui pouvait se passer effectivement dans ces quartiers-là. L'accent du Sud, ça fait beaucoup aussi, parce qu'on prend notre temps, on écoute, on a une autre façon d'appréhender aussi les moments. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé. Et aussi, j'ai été l'une des plus jeunes ceintures noires de France, en fait, parce que j'ai passé ma ceinture noire de judo à 16 ans.
Ça, été aussi. Pas averti. Et je pense que ça doit rassurer aussi, c'est-à-dire que quand on fait du judo, en tout cas les arts martiaux quand on est enfant, c'est une école de vie d'abord extraordinaire. Exact. Et qui donne beaucoup de confiance en soi. Et donc, j'ai atterri dans ces quartiers avec effectivement beaucoup de candeur, de naïveté, de lucidité aussi, mais je dirais avec beaucoup d'amour. Et je dirais que, alors que beaucoup de mes collègues rencontraient des difficultés majeures, même si des fois ça n'a pas été très facile, je dirais que j'ai pu travailler et apporter, en tout cas, la mission sur laquelle j'étais, c'était de sensibiliser les jeunes à la formation, de les amener donc à la mission locale, etc. Tout ça a pu se faire, parce que j'ai eu un patron extraordinaire qui s'appelle Pierre Bertrand, qui est toujours là, et que je le salue parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Il m'a appris mon métier. Mais le fait d'appréhender les gens, une culture, une problématique sociale avec un œil neuf, sans jugement et avec beaucoup d'amour, ça change tout. Et on n'a pas besoin de faire l'ENA pour appréhender ces quartiers et savoir ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, un jour, j'ai eu un jeune qui était en première année de l'ENA et qui a voulu faire un stage pour voir ce qui se passait dans les quartiers. Il est venu donc dans mon bureau. Et il a fait à peu près, on a fait 3 semaines de stage. Je l'ai trouvé extrêmement courageux parce que ce qui a été marquant dans ce premier stage qu'il a fait, alors qu'il s'est habillé en jean, puis le col roulé, etc. Donc voilà, à la première minute, les jeunes ont compris tout de suite à qui ils avaient affaire. La première minute, ils n'avaient pas ouvert la bouche, qu'ils ont dit lui, il ne fait pas partie de notre monde. Mais il y a eu un dialogue qui s'est instauré. Et quand il a fait terminer son stage, il m'a dit, vous savez, ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu, grâce à ça, j'espère que ça va me servir. J'espère qu'il est peut-être ministre aujourd'hui et j'espère que ça lui sert et que les décisions qu'il prend sont des décisions de sagesse et d'intelligence du cœur. C'est important ça, très important. Quand Michel Diamant, et puis on fait un coucou, au fait, salut Michel. Vous savez que j'aime bien faire vivre mes directs et tout. Michel m'a dit de te faire des bises virtuelles ou des bises. Moi, je l'embrasse. Je ne sais pas ce que c'est que les bises virtuelles, je ne connais pas. Michel, il faudra que tu m'expliques. Alors, il y a plein de choses que je découvre en ce moment. Je deviens intelligent grâce à vous, il ne faut pas croire. Quand il m'a dit il faut que tu rencontres Cathy, c'est simplement, au début, j'ai cru que je me suis dit pas possible, il est en train de raconter n'importe quoi. Tu es une sportive, mais alors de très haut niveau. Et quand la première fois il m'a dit écoute, elle est partie de France, elle a été jusqu'à Jérusalem, 3 petits points à pied, j'ai dit c'est quoi cette plaisanterie? Ça, c'est une partie pour laquelle je souhaitais absolument échanger avec toi parce que. Alors, je prends un exemple au hasard. Je ne sais pas si vous connaissez Alain, c'est moi. Moi, j'ai un défaut. Quand je pars en randonnée, quand je fais un pied devant et je sais qu'il va falloir revenir, je me dis, le pied que tu fais devant, tu devras le refaire. Donc, à un moment donné, mais c'est toute cette notion, comment dire, d'aventure, toute cette notion de découverte, toute cette notion de je ne sais pas, je sais que je pars d'un point A. Bon, si je pars pour aller de Villeurbanne à la gare de la Part-Dieu, j'en ai pour 1,2 km. Si je pars de Villeurbanne et je vais jusqu'à Jérusalem, ça fait un peu plus qu'1,2 km, je pense, non? Ça fait 4200 km. Ah, et à pied? À pied. D'accord. C'est. Ouais. Seul. Non. Oui, pardon. En plus, seul. Accident de poussette, accident de ski, accident de voiture. Circonstances atténuantes. Alors, il y a eu un accident. Je n'aime personne, je veux me retrouver toute seule. Il y a eu un accident, effectivement. En 2008, en 2000, je crée mon entreprise qui était un cabinet de conseil et de formation professionnelle. Et en 2008, il y a eu la crise. Une crise économique, en fait, qui a balayé mon entreprise en quelques jours. J'avais à l'époque 10 salariés, ça a été la descente aux enfers. Et j'ai pris conscience, alors là, c'était complètement intuitif, je pense que c'est mon instinct de survie qui est quand même assez fort. J'ai compris que si je ne faisais pas quelque chose de plus fort que ce que j'étais en train de vivre,
c'est-à-dire les huissiers qui te courent après, les banquiers, etc., j'allais vraiment mourir, vraiment. Il y a un message actuel. Hein. Et je décide intuitivement, je sais qu'il faut que je parte. Donc, je pars avec un sac à dos de Lyon, de la ville donc, où je suis née. Avec plus grand-chose dans mon sac. J'avais 10 € par jour pour manger et dormir. Et alors, je pars dans ce chaos. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que 10 ans plus tard, je suis partie en janvier 2009, le cycle se rejoue. Je trouve que dans le chaos dans lequel on est, il est pire que celui de 2008. Néanmoins, je reste toujours très, très optimiste. Pour avoir vécu ce chaos, je me suis rendu compte que dans le chaos, il y a ce désordre, ce désordre que l'on voit, avec cette impossibilité de voir, d'avoir une ligne d'horizon, le sentiment d'être un peu enfermé, on ne sait pas trop. Mon expérience aujourd'hui me dit que dans un chaos, quel qu'il soit, il y a toujours un ordre, mais qui est caché. Et il faut arriver à se laisser porter, faire confiance ou se faire confiance, et ne pas chercher à contrôler, parce qu'on ne contrôle rien dans le chaos. Donc, il faut le laisser effectivement agir. Et là, la sagesse asiatique est intéressante, c'est-à-dire cette sagesse du non-agir. Non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire. On est là à observer et à écouter au bon moment, à attendre. On est dans hier, c'était le premier dimanche de l'Avent, donc c'était le message de l'attente. Attendre, c'est se mettre en disponibilité. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, indépendamment des manifestations, c'est se mettre en disponibilité de ce qui va arriver. C'est écouter. C'est marrant quand tu dis ça, ça me fait penser un peu à ceux qui sont sur le Vendée Globe actuellement. Et ils sont tout seuls, ils sont en pleine mer, et ils se laissent, entre guillemets, guidés par le vent. C'est ça. C'est marrant cette liaison. Oui. Alors, moi, je suis partie donc en janvier 2009 à pied. J'ai eu, j'ai eu assez rapidement, j'ai compris vite que je ne devais pas me préoccuper de la logistique. C'est-à-dire, je n'ai jamais su le matin en me levant où j'allais dormir le soir. Puisque l'expérience que j'avais eue jusqu'à Rome, je m'étais rendu compte qu'en fait, si j'allais jusqu'au bout de moi-même chaque jour, jusqu'au bout de moi-même, c'est pas dépasser mes forces, mais jusqu'au bout de moi-même. C'est-à-dire, si un jour je pouvais faire 10 km, c'était 10, mais si le lendemain je pouvais faire 48, c'était 48 ou 50. Forcément, il y avait quelqu'un qui m'attendait, quelque part. Ça, c'était ma croyance. Et j'ai toujours eu raison. Et ça, c'est quelque chose, quand on rentre de cette expérience-là, on se dit, il faut faire confiance. Si je vais jusqu'au bout de moi-même chaque jour, au bout de ce bout, il y a un cadeau. Il faut vraiment y croire. Ça m'a conduit jusqu'à Jérusalem. Je me suis jamais préoccupée de où j'allais dormir le soir. Jamais. Alors bien sûr qu'il y a des dangers à gérer, j'ai rencontré plein de dangers, je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours géré. Je dirais qu'il faut aussi, quand on est une femme européenne et qu'on traverse des pays à pied, certains pays, il y a aussi une posture qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que les gens que vous croisez sur votre route vous prennent pour une touriste. Moi, je n'étais pas une touriste, moi, j'étais une pèlerine. Une pèlerine à pied. Et là, il faut avoir la bonne posture, je dirais, il faut être aligné par rapport à ce que l'on fait. Il faut incarner ce que l'on fait. Et je pense que si je suis là en face de toi en train de te parler, et vivante, parce qu'il y a eu des moments où j'aurais pu être effectivement vivre. C'est parce que j'incarnais vraiment qui j'étais, c'est-à-dire quelqu'un qui est en quête de vérité, qui se demande qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et qui cherche une réponse. Et c'est pour ça que je dis je suis une pèlerine, c'est que tout pèlerin, effectivement, est dans cette quête-là. Une quête d'absolu, une quête de vérité, une quête d'amour aussi, profonde, ce qui n'a rien à voir avec la religion.
Je suis dans une quête, enfin, je le suis encore dans une quête spirituelle, une quête absolue. Quand je suis revenue, j'ai eu une conversion parce que je suis partie athée et je suis revenue chrétienne. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est personnel. Et ce sont des expériences que j'ai vécues tout au long du chemin qui m'ont persuadée qu'il y avait une bienveillance au niveau de l'univers à mon égard et que cette bienveillance, je l'ai vue, je l'ai perçue et que j'en suis très reconnaissante. Voilà. Donc ça, c'est... et quand on est dans cet état-là, dans cet esprit-là, on peut aller jusqu'à Jérusalem à pied. Oui, mais le problème, on en parlait ce matin encore avec Michel Diamant, lui a vécu en Asie, moi j'ai vécu en Asie. Est-ce qu'on n'est pas... Alors, je ne sais pas comment utiliser ce mot-là, je vais le faire naturellement. Est-ce qu'on n'est pas un peu déconnecté de la réalité, de la vie? J'ai dit de la vie, parce que si je dis de la vraie vie, tout dépend de ce qu'on veut de la vraie vie. C'est un peu étonnant. Alors, moi je dis que le contraire, je me dis qu'à ce moment-là, cette expérience-là m'a montré la vraie vie. Waouh. C'est le contraire. Il faut que je la pilote, la réponse maintenant. D'accord. Là, j'ai vécu vraiment ce que c'était que la vraie vie, c'est-à-dire la liberté. Le fait de se dire, si je suis à ma juste place et à la bonne place au bon moment, je ne risque rien. Que dans les moments où j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, je me demandais comment j'allais pour manger, je rencontrais toujours quelqu'un qui m'offrait un café, une tomate, un morceau de pain, etc. Et que je me souviens qu'un jour, j'étais sur les crêtes d'une montagne toute seule en Italie. J'ai vu une vue absolument extraordinaire. Je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être là. Et à ce moment-là, j'ai été traversée par quelque chose et je savais que l'abondance, c'était ça. C'est-à-dire, c'est un bonheur tellement intense de se retrouver dans un endroit incroyable, avec une liberté totale, avec, oui, un petit bout de pain dans son sac. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais Cathy, mais là, tu as tout. Tu as tout. Oui, mais alors, sa juste place, ça ne fait pas partie de notre éducation. Notre génération n'a pas appris ça. Hein. On a appris qu'il fallait faire des études, il fallait avoir un bon boulot, il fallait avoir un mari ou une femme, il fallait avoir des enfants, une belle maison, une belle voiture, enfin j'en passe des meilleurs. Au secours. Sa juste place. C'est pas depuis l'apparition du virus qu'on parle de la juste place, c'est depuis très longtemps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti, après 68, on est parti dans un délire total où on n'a pas réfléchi. On s'est dit que ce qui était le plus important, c'était le bien matériel, et puis qu'aujourd'hui, depuis 5-6 ans, on se pose la question de dire, mais c'est quoi la vie? C'est très juste ce que tu es en train de dire, Alain. Moi, je pense que ce n'est pas la faute des personnes, ce n'est pas la faute des gens. C'est notre éducation. Et l'éducation, c'est un système qui a été créé. Là. Oui. Oui. Je pense que ce sont les systèmes qui ont été extrêmement bien pensés par des personnes bien pensantes pour nous enfermer. Il n'y a jamais de coupure sur Direct en jeu, on assume. Pour nous enfermer effectivement dans un système de pensée, dans une programmation qui nous empêche de vivre notre vraie vie. Bon, on le voit. On le voit. Là, aujourd'hui, on voit effectivement qu'on est dans un chaos innommable, qu'on arrête les gens de travailler, on ferme des entreprises. Complètement, oui, et là, ce sont des décisions qu'un système a choisies, avec une feuille de route que, légitime ou pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais à titre personnel, qu'on a du mal à comprendre. Et moi, à titre personnel, en tant que Cathy Aliaga, que je refuse. Je ne veux pas, par exemple, je suis grand-mère, je suis une grand-mère. Tu mangeras à la cuisine et les petits-enfants mangeront dans le salon. Je refuse que mes enfants aient peur de m'embrasser, de peur de me transmettre quelque chose. Je suis désolée. Moi, ma vie m'appartient, c'est moi qui fais mes choix, je veux embrasser mes petits-enfants et je veux que mes petits-enfants m'embrassent. Faites-la manger dans la cave et en fait, vous mangez dans la cuisine. Et vous mangez dans la cuisine. Non, mais attendez, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas véhiculer comme ça des messages qui vont empêcher, encore une fois, les familles de se réunir, de s'aimer, de se toucher, etc. Non, mais arrêtez. Si demain, je dois prendre mon petit-fils, l'autre jour, me dit, ouais,
tu sais, mamie, si je dois t'embrasser, si jamais je te donne, je dis, bah écoute, je vais te remercier, je l'aurai, et j'aurais été immunisée. Hop, on arrête ça. Ta démarche, après avoir fait ce parcours assez étonnant et assez fabuleux, est d'aller te retourner vers des chefs d'entreprise pour leur dire: «Allez, venez avec moi, Oui, on part à pied». Non mais je vous rappelle que pendant plus de 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec mon mentor, celui qui m'en associé et tout, et je n'oublierai jamais quand on était, à la Cité internationale, on était avec le patron d'une très grosse société, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 salariés, et juste avant de monter sur scène pour donner les résultats de l'année, puisqu'il réunissait ses salariés, il me capte, sachant qui j'étais, parce que bon, il n'allait pas demander à mon cher Bernard de le faire. Il me dit: «Tu sais, il y a un jour, j'aimerais bien pouvoir le dire à mes salariés, mon rêve, c'est pas d'être là». Et moi, évidemment, qu'est-ce que je pose comme question bête? Il me dit: «Mon rêve, ça aurait été d'être clown dans un cirque». Je dois dire que j'ai vécu, je devais retourner devant 800 personnes pour présenter donc le Big Boss. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». On appelle souvent ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, où on se dit: «Bon, ben, on a respecté les règles du jeu de la société avec un grand S entre guillemets». Heu, Qu'est-ce qui te donne envie? 1, alors là j'y vais, hein. 1, de t'écouter, faut le vouloir d'écouter, et 2, de tomber heu, dans ton rêve, dans ta réalité. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais attends, je suis chef d'entreprise, je suis entouré par je ne sais combien de personnes, j'ai choisi, et cetera. Puis du jour au lendemain, je dis: «Bon, moi aussi, tiens, je me donne le 3-2». alors c'est une bonne question. Alors, Toujours, je mets que des bonnes questions. bravo Alain. C'est à l'envers. Non, c'est à l'endroit. Direct quand je veux la radio, on a toujours des bonnes questions. Alors, ma particularité, c'est justement mon histoire et mon expérience. D'abord, en tant que chef d'entreprise, qui a été fracassée par effectivement Ouais. la crise 2008, mais aussi cette expérience en fait d'avancer et de construire à partir d'une expérience en fait qui est particulière. La particularité, quand c'est chef d'entreprise, effectivement, il faut appel à moi. Il faut appel à moi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont pris par des peurs ou Mmh. par des angoisses, c'est-à-dire qu'il y a des décisions importantes à prendre et dans leur contexte, euh, ils comprennent qu'il faut qu'ils sortent de ce contexte pour mieux réfléchir, mieux discerner et prendre les bonnes décisions. Alors, moi, mon rôle à moi, c'est pas qu'ils m'écoutent, Alain. Moi, mon rôle à moi, c'est pas qu'ils m'écoutent. Ils n'ont pas besoin, mais par contre, la pédagogie que j'ai mis en place, je dis, ils viennent sur le chemin. Dans cette pédagogie, il y a une espèce de Oui. protocole, un peu comme des Mmh. médecins, Mmh. tu sais. J'ai travaillé pendant quelques années au Maroc et un jour, je rencontre un journaliste et après avoir travaillé avec lui, je vois l'article, il me met l'article Exploratrice de l'âme. J'ai trouvé c'était très juste. Et en fait, mon travail, quand je travaille avec les chefs d'entreprise sur le chemin, donc je choisis un chemin qui a une histoire, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, donc, parce qu'il a il y a une sonorité, enfin, il y a une histoire, il porte, il porte déjà beaucoup de choses, donc ça aide dans mon travail. Généralement, les chefs d'entreprise arrivent avec une problématique. Je dois prendre une décision importante, licencier, fermer, développer. Mais aujourd'hui, voilà les obstacles que je rencontre et je ne vois pas, je vois pas la ligne d'horizon. Et j'ai peur de me tromper. Ils arrivent avec ça. Donc, globalement, comment ça se passe? Ils sont en dehors de leur mur. Ils n'ont plus de montre, ils n'ont plus d'Internet. Il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de. Ouais. Donc, déjà, ils sont déconnectés, je les déconnecte volontairement d'un environnement en fait qui les empêche. C'est bien, mais là tu me brûles une étape. C'est quoi mon processus qui, moi, me donne envie de relever ce challenge? De tout arrêter? Et ben ça C'est serait. quand même, attends, Alors, c'est pas tout. c'est une remise en cause. Oui. Après, c'est le nombre de jours, hein, Alain. Les gens que j'accompagne sur le chemin, ça va de 3 jours à 5 jours. Mais c'est énorme. C'est énorme. Je ne vais pas compter en heures, je compterai en minutes, si ce n'est en secondes. C'est énorme. 3 Alors, jours, 5 moi, jours. tu sais ce que je vais te proposer?
de faire l'expérience avec moi. Viens avec moi sur le chemin. Viens avec moi sur le chemin. Et tu vas voir, c'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. Les gens sont habitués à travailler dans un bureau, enfermé, dans un endroit sécurisé, sécuritaire, etc. Là, je les sors. Déjà, il y a l'idée de sortir. On va marcher. On va retrouver les sensations de son corps. Ils vont se rendre compte assez rapidement, au premier édillon, qu'ils ne sont pas forcément très en forme. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont forcé. Ils sont dans la lutte, ils sont dans le combat. Il faut y arriver, il faut y arriver. Et ils vont se rendre compte, au premier édillon, qu'il y a un projet, mais que ce projet, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la force de le mener jusqu'au bout. Premier constat, il va falloir que je prenne soin de moi. Premier constat. Tout à fait. Deuxième constat, je suis paralysée par des peurs. Alors, j'ai autour de moi des tas de gens qui, effectivement, me donnent des conseils. Mais ce qu'ils me donnent comme conseils, ce sont les bons. Je préfère que ce soit les conseils qui viennent de moi. Il faut que je sois sûre, moi, de la décision que je vais prendre. Donc, sur quoi on travaille? On travaille sur le potentiel de la personne, sur son talent, sur son intuition, sur sa capacité. Lui, il connaît son entreprise, il connaît tout. Et donc, une fois qu'il a compris qu'il sait où il en est au niveau de son corps, la technique que j'utilise, en fait, c'est ce que j'appelle penser base zéro. Ça veut dire que pendant 3 jours, je vais l'empêcher de réfléchir. Donc, si tu viens avec moi sur le chemin, tu es un penseur, je vais t'empêcher de penser. À la place de ça, je vais te demander de te connecter à ton corps, à tes sensations, tout ce que tu ressens. Pourquoi? C'est parce que ton intuition, tes inspirations viennent du corps, viennent du corps en marche. Il faut le mettre en mouvement. C'est ce qu'on a de plus précieux. Et donc, je vais les empêcher de réfléchir, je vais les empêcher de penser. Ça dure à peu près 3 jours. Et au terme de ce temps, là, on fait un travail en profondeur, mais là, ça surgit. C'est vraiment des jaillissements d'intelligence, d'opportunités. Enfin, là, tout d'un coup, ils voient plein de choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Ils ne l'avaient pas vu avant parce que tu sais très bien que les peurs, ça paralyse et qu'on a tendance à voir du court terme. Et dans l'expérience que je leur demande de vivre avec moi, il n'y a pas d'enjeu de séduction, il n'y a pas d'enjeu de force, il n'y a rien de tout ça. Il y a 2 âmes qui se rencontrent sur un chemin et qui essayent d'avancer dans une direction avec bienveillance. Et cette direction, elle va vers le bien commun. Et dans une entreprise, aujourd'hui, on est quand même dans cette démarche-là. La loi Pacte, elle est effectivement d'être dans la raison d'être de l'entreprise. Et on retrouve, à la sortie, effectivement un temps sur redéfinir la raison d'être de l'entreprise. On retrouve ce qui est le plus important, l'essentiel. L'essentiel, c'est l'homme. C'est celui qui est au cœur de l'entreprise et qui produit. C'est lui l'essentiel. Et là, les chefs d'entreprise moi, ils m'épatent. Ils arrivent à trouver des stratégies extraordinaires. Alors, j'ai la chance d'être avec eux et ils pensent tout fort, tout haut. Et je vois comment, à la sortie de ces 5 jours, ce qu'ils sont en train d'imaginer et comme stratégie, c'est juste extraordinaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui prennent des risques énormes. Et voilà ce que je leur propose. Et je t'assure, Alain, qu'à la sortie, ils se remettent à faire, alors je ne vais pas dire un régime, mais ils font attention à eux, ils prennent soin d'eux. Ils ont un autre regard, tu vois, il y a un autre regard sur leur entreprise. Et moi, personnellement, quand je vois ça, déjà, ça me remplit de bonheur, tu vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand le chef d'entreprise retrouve une liberté intérieure. Il se sent plus libre. Et c'est là où il va être génial. C'est quand il est libre. Vous avez vu que j'ai décalé légèrement la webcam, étant donné le fait que j'ai voulu commencer sur la Grande Roue, qui se trouve place Bellecour, qui n'y est pas cette année, évidemment. Vous reconnaissez notre statue Louis XIV. Et puis, juste derrière toi, Cathy,
Enfin, tu décales un tout petit peu, tu vois. On a Fourvière. Ah, Justement, tout ça, d'accord. on Ah, est d'accord qu'on a compris que tu parlais du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. oui, Or, ça commence à être un peu comme les. Alors, je fais un comparatif comme l'Ardèche et le canoë-kayak. Des gens y vont et ça devient un peu compliqué. tout à fait. Est-ce que Saint-Jacques-de-Compostelle, à un moment donné, ça représentait donc un côté très religieux? Ça partait. On ne sait même pas d'où ça part. Est-ce que ça part du Mm, Puy-en-Velay? Est-ce que ça part de mm, Genève, etc. mm. Mais il y en a plein. Il y en a qui décident de partir, mais ils partent comme toi, 3 à 4 mois. Euh, Quand tu parles comme ça, est-ce qu'on doit le lier à la notion religieuse ou est-ce qu'on doit le lier à la notion d'une démarche personnelle et propre qu'on est en train de faire? C'est un peu l'interrogation que j'ai. Alors, non. C'est comme je vais faire un rapport avec, vous savez qu'on commence demain la festivité du 8 décembre à Lyon, où comme les journalistes ont dit, félicitations messieurs, la fête des Lumières est annulée. Je suis un peu fasciné parfois par l'inculture. Oui, la fête des Lumières ne sera pas organisée par la ville de Lyon, mais c'est la fête des Luminions qui va être faite et qui va être faite et qui est reprise par tous les Lyonnais. Je peux dire que là, ça va être émouvant ce qui va se passer, c'est très émouvant. Mais c'est comme la fête des Lumières. La fête des Lumières, moi j'étais avec le recteur de la basilique de Fourvière il y a 3 jours et il me disait, mais vous savez comment dire, il n'y a pas que des chrétiens qui respectent cette tradition, parce que c'est vrai qu'il y a la religion, mais c'est vrai que le Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qu'on entend, c'est tout de suite, ah, mais ce sont des religieux qui font ça et qui sont complètement à l'écart de la société. Toi, Alors, c'est plus. Je ne veux pas dire que ça pourrait être dans n'importe quelle rue ou n'importe quel trottoir, n'importe quel. Mais bon. alors ma démarche, en fait, si tu veux, pour qu'il y ait un alignement, c'est-à-dire si tu veux permettre à une personne de retrouver sa liberté, de retrouver effectivement son intégrité, sa dignité, etc. Est-ce qu'on dit retrouver ou trouver sa liberté? Trouver, on va dire mieux, trouver. Parce que Tu as quand tu dis raison. retrouver, c'est-à-dire. Trouver. D'accord. L'axe spirituel est essentiel. L'axe spirituel est essentiel. Je dis l'axe spirituel, je n'ai pas dit l'axe religieux. Donc pour moi, quand je travaille donc avec ces chefs d'entreprise, je travaille sur cet alignement, en fait, corps, cœur et tête. Cœur, en fait, c'est effectivement, quand je dis spirituel, je le relie au sens de la vie. C'est ça. Après, j'ai beaucoup de patrons qui sont chrétiens et qui viennent sur le chemin pour se reconnecter à une foi, à la foi chrétienne. Pas de souci. Mais j'ai aussi des patrons qui ne croient en rien et qui ne veulent pas entendre du tout parler de religion ou de spiritualité. C'est pas grave. C'est pas grave. Je m'adapte, en fait, j'oriente mon travail en fonction de la demande, de là où il y a un besoin. Et le besoin, il faut qu'il vienne du cœur, il n'y a pas que la tête. Donc, si la personne a besoin de se connecter à sa source, c'est-à-dire à du sens, à retrouver du sens dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, ok, là je suis là, je peux le faire, il n'y a pas de souci. À titre personnel, si je choisis Saint-Jacques, ce n'est pas un hasard, d'abord parce que je suis, je dirais, comment je pourrais dire ça? Je suis en résonance avec ce chemin. Ce chemin, il m'a beaucoup apporté et je suis en résonance avec ce chemin. Et ça ne veut pas dire que je ne marche pas, je ne vais pas accompagner des gens sur d'autres chemins. Je peux accompagner des personnes sur d'autres chemins. Je le fais au Maroc, par exemple. Il m'arrive des fois, des patrons me disent, Cathy, est-ce que vous pourriez plus nous emmener ailleurs? Je les emmène ailleurs, mais ce ailleurs, je le connais. La vallée d'Ourika, par exemple, au Maroc, elle est particulière. Je les emmène toujours là où il y a une résonance forte entre la Terre et l'univers. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous connecte quand même. Soit parce que les paysages sont beaux et que ça nous reconnecte effectivement à la beauté. Moi, je pars du principe que la beauté des paysages aussi, c'est quelque chose d'important et qui contribue au travail que je mène avec les chefs d'entreprise. C'est que pour moi, la beauté, c'est aussi le chemin d'une guérison. C'est-à-dire quand on ne va pas bien, s'entourer de choses belles, voir un beau tableau, écouter Mozart, voir un paysage extraordinaire, on est sur le chemin de la guérison. C'est pour ça que le chemin de Saint-Jacques, avec tous ces paysages extraordinaires qu'on traverse à pied, et le temps, tout à l'heure tu disais en introduction, l'éloge de la lenteur,
C'est le temps. Là, ce qui joue pour nous, c'est qu'on marche et on marche au rythme de la personne. Moi, je marche vite, mais je m'adapte à la marche de la personne. Si la personne marche 3 km de l'heure, c'est 3 km de l'heure. On va pas. Et ça, c'est très important de retrouver le temps biologique, en fait, retrouver une écologie personnelle, la retrouver, parce que je trouve qu'effectivement, la vitesse, les objectifs, toutes ces connexions à laquelle effectivement nous sommes soumis, nous fait mal. Ça nous fait mal et ça nous rend malade. Et de temps en temps, sortir, tu vois, Alain, sortir de tout ça pour se laver, se nettoyer sur un chemin où on va marcher, où on va prendre plaisir à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On va rencontrer des paysages extraordinaires, on va pouvoir aussi échanger et partager pour arriver à la sortie à quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, mais qui est la solution. Ben moi, je trouve que ça, c'est pas mal comme proposition. Je me rappelle que début février, je me suis fait beaucoup d'amis. Vous savez que depuis que j'ai lancé Direct en Jeu, j'ai plein d'amis. J'en ai un que j'ai encore envoyé bouler la semaine dernière, tellement il n'arrivait pas à comprendre. Et je me rappelle que j'avais dit, début février, à tout mal, il y a un bien. Notre histoire de 2020 va rester dans nos mémoires inoubliables. Je ferais penser à tous les jeunes qui sont en train de vivre un truc complètement fou. Je ferais penser à tous les commerces qui ne sont pas ouverts, parce que quand j'entends dire les commerces, non, il y a des commerces qui ne sont pas ouverts. Je vous rappelle qu'il est 15h, et que logiquement, on aurait dû se retrouver place Bellecour, mais que les indépendants ont décidé de ne pas faire d'expression citoyenne, parce qu'on parle bien d'expression citoyenne ce 30 novembre, mais qu'on va se retrouver le 7 décembre sur la place Bellecour, parce que n'oublions pas malgré tout, comment dire que bon, s'il y a certains magasins qui sont ouverts, il y a d'autres commerces qui sont toujours fermés, les clubs de sport, etc. etc. Est-ce que avec le recul, je ne vais pas faire un comparatif entre 2019 et 2021, mais est-ce que tu trouves que, comme on dit, à tout mal, il y a un bien, il y a des choses qui, depuis le 13 mars, ont changé d'une manière fondamentale? Le relationnel avec les gens. On parle beaucoup de morale, on parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé et qui fait que, alors qu'on croyait qu'à la fin du premier confinement, on allait avoir un autre monde, ce qui, à mon avis, n'est pas très joli. Est-ce que tu crois que là, vraiment, il y a une prise de conscience qui fait que, avec ce virus, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait changer, il fallait revenir à l'essentiel, revenir aux fondamentaux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Enfin, dans ta question, j'y vois 2 niveaux de réponse, en fait. Le premier niveau, c'est que dans le premier confinement, en fait... il faisait beau, on était en plein été. Oui, mais dans le premier confinement, là, c'était du mois de mars jusqu'à cet été. Oui. Il y a eu quoi? Il y a une vague. Il y a eu les médias ont transmis toute la journée, 24 heures sur 24, en fait, des messages de terreur qui ont sidéré la population. Et la sidération, tu sais que c'est le dernier niveau. En coaching, en fait, il y a 3 niveaux dans le traumatisme, en fait. Dans un trauma, tu as un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Le troisième niveau, c'est la sidération. Sans indiscrétion, c'est quoi le premier? Le premier niveau, c'est quand tu somatises. C'est-à-dire, tu dors plus. Tu commences à plus manger, etc. Deuxième niveau, c'est quand tu commences à avoir des vrais problèmes de santé, c'est-à-dire tu vas avoir, le corps va vraiment... Et le troisième niveau, c'est quand vraiment, sur le plan même immunitaire, tu atteins le dernier niveau qui est le niveau immunitaire où le corps ne contrôle plus. Et on peut aussi considérer que la population a été dans un très large périmètre, en fait, sidérée. Et la sidération, elle est l'égale de la mort. D'accord. Donc, tant que les personnes sont au bord, sont là, les gens ne peuvent pas réagir, ils sont sidérés. Ils ne peuvent ni réfléchir, ni réagir. Ça a été la première partie du confinement. Puis il y a eu le déconfinement et deuxième partie deuxième confinement. Dans le deuxième confinement, je vois que les gens commencent à se réveiller. Ils se réveillent. Pourquoi? C'est parce que on a eu quand même des gens qui nous ont apporté des éléments très factuels, des scientifiques. Le professeur Perron, qui nous a apporté très courageusement
des éléments factuels. On a d'autres professeur Toussaint, qui a fait des tas d'interventions et qui nous a apporté aussi des éléments factuels. On a le professeur Raoult, qui a été attaqué, etc. Donc, ça, entre autres. Donc, les gens ont commencé à écouter d'autres sons de cloche. C'est-à-dire que les chiffres, on peut dire ce qu'on veut avec les chiffres. Il y a des gens qui rentrent en urgence, mais il y a des gens aussi qui sortent. Donc, les gens commencent à réfléchir et se dire, ouais, mais au fait, confinement, la feuille de route, tous ces commerces fermés, etc., etc. Je trouve que les gens sont en train de s'éveiller. Donc, ils sont en train de se réveiller. Mais dans ce réveil, il y a un éveil. Et il y a un éveil à vivre quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Moi, je viens de terminer une mission, ça c'est pour répondre à ta question, une mission qui a duré 8 mois avec une société qui s'appelle Tingari, qui est une société sur Paris, qui travaille, enfin en tout cas qui est un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Et j'ai eu cette chance de pouvoir accompagner ou en tout cas travailler avec ce groupement à la mise en place de ce conseil en évolution professionnelle qui est gratuit, qui s'adresse à tous les salariés et qui est mis en place par l'État et piloté par France Compétences. Pourquoi je t'en parle? C'est parce qu'il y a eu une montée en charge énorme. C'est des milliers de salariés qui ont décidé de changer de métier, qui ont décidé de faire une formation. Et ce conseil en évolution professionnelle, en fait, qui est gratuit pour les entreprises, donc si les entreprises nous écoutent, je leur invite, s'ils ne sont pas au courant du conseil en évolution professionnelle, je les invite à se renseigner. Tu veux dire que tout le monde s'en va de mon entreprise pour aller faire un autre métier? Je comprends bien ce que tu me dis là. Voilà, donc il y a énormément de gens qui disent ça, mais il y a aussi dans cet éveil, dans ce réveil, des gens qui disent « moi je veux rester dans mon entreprise », mais dans cette, et je veux accompagner, en tout cas je suis solidaire de mon patron, il y a des gens quand même qui aiment leur entreprise et qui souhaitaient suivre une formation pour être plus solide et être partenaire de leur patron. Non plus être toujours salarié, mais avoir une autre vision du salariat dans l'entreprise. C'est-à-dire, moi j'ai envie que mon entreprise elle reste, j'ai envie de continuer à bosser avec mon patron, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, il y a un virage à prendre. L'entreprise doit prendre un virage et je n'aurai pas forcément toutes les compétences pour accompagner. Et donc, j'ai besoin de cette formation pour anticiper. Et aujourd'hui, on a ça. On a ce conseil en évolution professionnelle qui permet, un, d'anticiper les ruptures, deux, de permettre à une entreprise de dire demain, je vais avoir besoin de telle et telle ressource que je n'ai pas aujourd'hui et qu'il me faut absolument. Et on a aussi des salariés qui sont devenus hors jeu dans l'entreprise, enfin, qui ne vont plus pouvoir apporter une production, une valeur ajoutée, ils le savent, ils sont usés, ils ont envie de voir autre chose et qui ont la possibilité, non pas de se retrouver au chômage nu, mais de faire autre chose. Donc ça, c'est super. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir effectivement pendant 8 mois, je ne sais pas si Tingari m'écoute, mais en tout cas, je les salue, de pouvoir accompagner effectivement mes équipes sur ce concept-là. Et tout ça pour te dire que, en fait, quand je te dis accompagner les gens, alors, que chaque personne trouve sa juste place, il y a un vrai questionnement là-dessus. C'est où est-ce que je peux être le meilleur? Où est-ce que je peux développer mon talent? Où est-ce que je peux être heureux aujourd'hui et dans quelle entreprise? Ça, c'est un questionnement. Ça veut dire qu'on est en train de vivre une révolution. Révolution industrielle dans un premier temps. Ensuite, on l'a vécu, révolution informatique avec l'apparition des PC et tout. C'est pas très vieux, hein, pardon, je reviens sur l'écran. C'est pas très vieux, hein. Moi, je me rappelle que c'était en 90. Non, c'était en 84 ou 85 qu'est arrivée l'informatique. Parce que Lafayette, personne ne voulait l'utiliser, donc je l'ai fait. Première homme sur la Lune, c'était en 69, donc ça veut dire qu'on a un troisième temps, c'est une révolution, je ne veux pas dire humaine, mais c'est une révolution professionnelle, puisque là, on a le droit aujourd'hui, on se donne le droit de dire, tout compte fait, si je réfléchissais sur ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est spécifique à des gens qui ont 40-50 ans?
ou est-ce que ça peut toucher aussi des jeunes? Alors, Et alors là, on pourrait parler de la partie alors, le formation. CEP, le conseil en évolution professionnelle, en fait, est accessible à toute personne ayant un contrat de travail. C'est-à-dire que j'ai 25 ans ou que j'ai 60 ans, Tu as le droit. d'accord. Le CEP, c'est un droit. Donc, tu as le droit de faire appel, d'appeler, c'est gratuit, conseil en évolution professionnelle, pour qu'il t'aide effectivement à co-construire un projet d'évolution professionnelle. C'est un peu comme si on parlait du bilan de compétences. Ça Ça va, va encore plus loin. ça va beaucoup plus loin parce que ça va effectivement de l'émergence, c'est-à-dire de faire le point sur ta situation, comprendre pourquoi tu veux changer de vie, pourquoi tu veux changer de métier, jusqu'à la co-construction d'un projet d'évolution professionnelle. Et ça va même jusqu'à un travail sur le financement de ton projet d'évolution professionnelle. Ouais, mais alors, quand je t'entends dire ça, j'ai l'impression que ça peut concerner en ce moment, aujourd'hui, ok, pour 2021, ça Tout le monde. concerne, ouais, j'allais dire, ça concerne tout le monde, puisque Tout le monde. je suppose qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on n'a pas envie de revenir à l'avant, on a envie de se construire un après. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que tu me donnes l'occasion effectivement d'en parler. Oui, c'est une opportunité assez extraordinaire. Je pense même qu'on est le seul pays dans le monde à proposer un dispositif pareil, qui permet effectivement à toute personne là aujourd'hui en plein chaos de voir là où elle pourrait effectivement évoluer, travailler et trouver sa place. Et c'est valable aussi pour l'entreprise, pour un chef d'entreprise qui est en train de prendre un virage et où l'entreprise doit prendre un virage. Ce CEP, lui, est aussi possible. D'accord. Bah alors, je fais quoi? Je fais le CEP ou je pars à pied avec toi? Viens à pied avec moi. Viens vivre cette expérience. Parce que tu sais, rien ne vaut pour moi faire vivre une expérience, en fait, c'est le chemin de la transformation. Ça, tu sais, on parle beaucoup de changement. Le changement, c'est pas le mental. C'est pas parce que tu vas travailler, mettre en place effectivement un super processus, un super projet, tu vois, tu dis voilà, le changement, c'est ça. Tu l'annonces à l'entreprise. Non, le changement, c'est pas ça. Ça passe par la transformation des êtres humains. Et la transformation, toute transformation passe par l'expérience. Toute transformation passe par une expérience de vie. Et moi, je t'invite à venir vivre une expérience de vie avec moi. Pourquoi je souris? Je sais pas. C'est vrai qu'à 19h, c'est la remise des prix du concours Poésie, un concours où on a demandé, ou plutôt Marie Lendas, la petite Marie qui était en Avignon, a lancé ce concours au mois de septembre. Elle pensait qu'elle allait avoir quelques inscrits, ne savait pas que le concours allait être international. Et ça, comme les gens ne peuvent plus attendre samedi pour avoir le résultat, donc à 19h, on va être en direct avec Marie de Belgique pour tout simplement donner le résultat des 7 premiers, des 93 seconds et des 62 troisièmes. C'est très important dans cette philosophie. Et quand tu parles comme tu parles, j'ai l'impression que tu parles aussi du spectacle vivant. Il y a eu un grand débat à un moment donné, on a eu un débat comment dire, sur la préparation du Oeuvre d'Avignon 2021 en se disant, est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, un spectacle, un film de cinéma, un concert, je voudrais faire un petit coucou à Aude Duhamel qui a fait un spectacle sur la chanson sur I Love Paris hier, qu'on a retransmis. Est-ce que là tu parles d'émotion, mais l'émotion c'est comment je pourrais dire ça? Qui c'est qui m'a dit ça? Je crois que c'était le préfet du Bas-Rhin qui m'a sorti: sans émotion, il n'y a pas de vie. Oui. Ou non, sans émotion, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est très bien résumé. Quand je dis vivre, faire vivre une expérience unique, faire vivre une expérience unique, ça passe forcément par les émotions, ça passe par le corps et les émotions. C'est-à-dire qu'il y a un engagement total de l'être qui fait que tu vas effectivement être amené à bouger. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va bouger, qui va se transformer et qui va s'adapter à un environnement qui lui aussi est en mutation. Donc le changement, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Tu vas pas. Le changement, c'est quelque chose qui effectivement, tu vois, je fais le geste. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Attends, vas-y, refais-le parce que c'est vrai que là on voit mieux. C'est ça. Vous voyez une café, vous voyez un peu tout ce qu'on a, mais c'est pas grave, vas-y. Il y a un mouvement de la vie. Ouais. Il y a un mouvement qu'on accompagne et qui fait qu'on accompagne le changement dans un mouvement de vie. Il faut nous aussi être dans ce mouvement-là. C'est pour ça que je t'invite effectivement à venir. On va mettre en place au mois de mars
il y a une première expérimentation où j'ai sur le chemin de Saint-Jacques, J'ai l'impression qu'on est des rats de laboratoire là, maintenant. Elle a parlé d'expérimentation, faites gaffe. où je vais introduire, en fait, jusqu'à présent, je travaillais d'une certaine manière, ça fait 10 ans que je fais ça. Et j'ai un ami, Philippe Baran, qui lui est un spécialiste, en fait, qui est coach et qui fait un travail sur le souffle. Et on va travailler ensemble sur l'accompagnement sur le chemin de ses patrons. Lui, spécialiste sur le souffle et la respiration, on fait un travail exceptionnel. Et moi, sur le langage du corps quand on marche et au niveau des émotions. Et je pense qu'à tous les deux, on peut faire quelque chose de chouette et on peut vraiment aider effectivement des gens à traverser ce passage. Nous, là, on est tous dans un passage et à le traverser dans les meilleures conditions pour qu'à la sortie, tu sais, ça me fait penser un peu à la chrysalide. C'est-à-dire qu'on est là dans une espèce de cocon, dans une chrysalide, il y a une transformation qui doit se faire et on accompagne cette transformation pour qu'à la sortie, il y ait un magnifique papillon qui fera partie d'un paysage encore plus beau. En tout cas, ça, c'est mon vœu. Je voulais te remercier d'avoir donné ces quelques minutes. C'est un plaisir. Et pour répondre à la question qu'on me posait ce matin, vous savez, on préfère en faire moins mais faire bien. Et on préfère on est très fiers de dire qu'on n'a pas 3 millions d'auditeurs. On a notre chaîne Facebook, on a notre page LinkedIn, on a nos comptes Facebook, on a aussi la radio. On préfère en faire moins et faire bien et faire consciencieusement. Ça fait partie aussi de notre projet de vie très conséquent. Merci à toi et puis Merci, à très vite. À très vite, merci beaucoup.